Peut-on vraiment partager ce que l'on ressent? C'est une question qui nous a tous traversé l'esprit à un moment ou à un autre. Aujourd'hui, on va explorer ensemble quelques pistes de réponse. On commence avec cette citation de Charles Baudelaire. Ça frappe fort, hein? Tant la pensée est inommunicable, même entre gens qui s'aiment. On a tous ressenti ça, ce sentiment d'être complètement incompris, même et surtout par les personnes qu'on aime le plus. Pour bien comprendre ce problème, rien de tel qu'une histoire. Et justement, cette citation, elle vient d'un poème de Baudelaire qui raconte une histoire très parlante. Les yeux des pauvres. Alors, imaginez la scène. Le narrateur est dans un café parisien avec sa compagne. Dehors, une famille pauvre regarde, fascinée. Lui, il est touché, il ressent une sorte de communion, de honte aussi. Il se tourne vers elle, certain qu'elle ressent la même chose, mais pas du tout. Elle est juste agacée. Au lieu de ce moment de partage espéré, il y a un gouffre qui s'ouvre entre eux. Et c'est de là que vient sa conclusion si triste. Cette querelle, en fait, elle illustre parfaitement un grand dilemme philosophique. D'un côté, on a le solipsisme, c'est l'idée qu'au fond, on est seul dans notre tête, que nos sentiments sont uniques, impossibles à partager. Et de l'autre côté, il y a l'intersubjectivité, c'est-à-dire l'espoir qu'on peut, malgré tout, se collecter, se comprendre les uns les autres. Alors, où se situe la vérité? Alors, est-ce qu'on est condamné à rester chacun dans sa bulle? Eh bien, pas forcément. Un philosophe du XVIIIe siècle, Adam Smith, nous a donné un outil qui pourrait bien tout changer. Cet outil, Smith l'appelle la sympathie. Attention, ce n'est pas juste être gentil. Pour lui, la sympathie, c'est la capacité qu'on a tous, même les plus égoïstes d'entre nous, de se mettre à la place de l'autre par l'imagination pour tenter de ressentir ce qu'il ressent. C'est un vrai saut de l'imagination. Et comment ça marche concrètement? C'est un processus en 3 temps. D'abord, on observe la situation. Ensuite, on s'imagine vivre la même chose. Et enfin, à partir de là, on se fait une idée de ce que l'autre peut bien ressentir. C'est notre imagination qui construit un pont, en quelque sorte, vers le monde de l'autre. Si on revient à notre histoire de café, c'est exactement ça qui se passe. Le narrateur, lui, fait cet effort d'imagination, il se connecte à la famille pauvre. Sa compagne, par contre, non, pas du tout. La sympathie, c'est donc une possibilité, une porte ouverte vers l'autre, mais ça demande un effort conscient. D'accord, il y a l'imagination, mais on a un outil bien plus direct pour communiquer, non? Le langage. La grande question, c'est est-ce que le langage est un pont ou est-ce que c'est une barrière? Pour le philosophe Jean-Jacques Rousseau, la réponse est claire. Le langage est né pour ça. Pour lui, les mots ne servent pas juste à décrire, ils servent à émouvoir, à enflammer les passions, à toucher le cœur des autres. C'est un pont, sans aucun doute. Mais un siècle plus tard, un autre philosophe, Henri Bergson, arrive et dit tout le contraire. Pour lui, les mots sont comme des étiquettes qu'on colle sur les choses et qui nous empêchent de voir les choses telles qu'elles sont vraiment. On a donc deux visions radicalement opposées. Rousseau qui voit le langage comme un outil de connexion passionnée et Bergson pour qui le langage est une barrière. Pour lui, quand on dit amour ou tristesse, on utilise un mot standard, une étiquette publique qui efface toutes les petites nuances, tout ce qui rend notre sentiment unique et personnel. L'idée de Bergson est assez vertigineuse. Le langage nous forcerait à vivre dans une sorte de zone neutre, à distance de la réalité, et même à distance de nous-mêmes. Alors si notre principal outil de communication nous trahit, comment faire pour vraiment se comprendre? C'est là que ça devient passionnant, parce que, selon Bergson, il y a une catégorie de personnes qui arrivent à voir derrière ce voile du langage, et ce sont les artistes. L'artiste, pour Bergson, a une perception différente. Il ne regarde pas le monde de manière utilitaire. Du coup, il voit toutes ces 1000 nuances fugitives que nos mots de tous les jours écrasent. Le grand romancier, par exemple, peut déchirer cette façade de convention pour nous montrer ce qui se passe vraiment à l'intérieur de nous, des choses dont on n'avait même pas conscience. Et cette idée nous mène à la dernière pièce du puzzle, qui nous vient d'un autre grand penseur, le poète et philosophe allemand Friedrich Schiller. Schiller, lui, pose un diagnostic assez sévère sur l'humanité de son temps. Il nous dit qu'on est devenu fragmenté. La civilisation moderne aurait séparé notre raison de notre sensibilité. On serait devenu des spécialistes de la pensée ou des spécialistes de l'émotion, mais on aurait perdu cette harmonie, cette complétude qu'avaient, selon lui, les Grecs de l'Antiquité. Et sa conclusion est sans appel. La formation du sentiment est donc l'urgence du siècle. Pourquoi? Car le chemin vers la pensée doit être ouvert par le cœur. Pour lui, le problème n'est pas qu'on manque de connaissances, c'est que nos connaissances sont déconnectées de notre cœur, de nos ressentis. Et sa solution, c'est quoi? Une éducation esthétique. En gros, il nous dit que pour se réparer, pour réunir notre raison et nos sentiments, il faut se tourner vers l'art et la beauté. C'est le seul chemin, selon lui. Alors, pour résumer tout ça,
On a vu que la vraie connexion est difficile, parce que les mots sont souvent insuffisants. On a vu que les artistes, eux, arrivent à montrer la complexité que le langage cache. Et ça nous amène au point crucial. S'intéresser à l'art, ce n'est pas un luxe, c'est une façon d'éduquer notre sensibilité. Et c'est seulement en faisant ça, en éduquant nos sentiments, qu'on peut espérer mieux se comprendre, et donc mieux comprendre les autres. Et ça nous laisse avec cette question finale. Si les mots ne suffisent pas, quelle est l'œuvre d'art? Une chanson, un tableau, un film qui exprime le mieux un sentiment que l'on n'a jamais réussi à partager. C'est peut-être ça, finalement, le vrai langage universel.